Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige les premiers exercices de la feuille de TD sur les déterminants. Les deux premiers concernent en fait le groupe symétrique. On corrigera ensuite le troisième pour travailler sur la notion de trilinéarité. Alors dans le premier exercice on se place dans grand sigma 9. Je vous rappelle que grand sigma 9 c'est l'ensemble des permutations de 1,9, c'est-à-dire des bijections de 1,9 dans lui-même. L'une d'entre elles est celle que l'on considère, donc c'est celle qui a 1 associe 3, qui a 2 associe 7, qui a 3 associe 8, etc. Je vous laisse lire avec les notations usuelles. Première ligne, les éléments de 1,9, pardon, et deuxième ligne, les images de chacun d'entre eux, situés sous celui-ci. La première chose qu'il faut comprendre, c'est l'exposant 12 placé au-dessus de sigma, puisque la question c'est montrer que sigma exposant 12 égale identité. Ça demande des explications quant aux notations. Alors, on est dans un groupe dont la loi de composition interne est rond. Donc, quand on fait référence à sigma exposant k, c'est sigma, rond, trois petits points, rond, sigma, k fois. On peut même écrire sigma exposant 0 égale identité. Pourquoi pas? Ici, je l'ai écrit que pour k appartenant à une étoile. La convention, c'est que, et sigma d'ailleurs, je vous le mets ici, et sigma exposant 0, c'est l'identité. L'identité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'identité de 1n, bien sûr. Alors, quelle est l'idée pour montrer que sigma exposant 12, c'est-à-dire sigma composé 12 fois par elle-même fait l'identité, c'est de la décomposer en cycles, et plus exactement en cycle à support disjoint. En effet, si C est un P cycle de grand sigma n, on va avoir C, on sait, P fois égale identité. Faisons la preuve, qu'est-ce qu'on pose? On pose par exemple C égale le cycle K1, K2 jusqu'à 3 petits points Kp, puisque c'est un P cycle. Alors je vous rappelle ce que c'est. K1, K2, Kp, c'est des éléments de 1n. Je fais une démonstration dans le cas général, et elle sera évidemment valable dans grand sigma 9. K1 est envoyé sur K2, qui est envoyé sur K3, Kp-1 est envoyé sur Kp, qui lui-même est envoyé sur K1. Alors, on a, pour K1 par exemple, qui est envoyé par une première fois par C sur K2, qui est envoyé une deuxième fois par C sur K3, qui est envoyé, trois petits points, qui est envoyé sur... ici je vais mettre K indice P-1 qui est envoyé une dernière fois sur Kp qui est envoyé sur K1. Alors, comptons le nombre d'applications de C. Ici, il y en a P-N pour aller jusque-là et P jusqu'ici. Donc, C exposant P, pardon, et pas sigma, C exposant P de K1, c'est K1 de même pour tout élément de 1P, C exposant P de KI, ça va être KI, donc C, C exposant P égale identité. Alors, voilà notre idée. Ici, on va donc décomposer. On a, alors, sigma égale 1 est envoyé sur 3, qui est envoyé sur 8, qui est envoyé sur 1, ce qui clôt ce cycle. Alors, vous voyez que 2 n'a pas été utilisé. Commençons un cycle 2, qui est envoyé sur 7, qui est envoyé sur 2. 1, 2, 4 est le premier nombre non utilisé. Lui, il est envoyé sur 9, qui est envoyé sur 6, qui est envoyé sur 5, qui à son tour est envoyé sur 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, les 9 entiers entre 1 et 9 sont ici présents. Donc, d'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas d'invariant par sigma. Alors, disons qu'on va appeler ce cycle C1 en référence au fait que 1 est son premier élément. Ici, disons C2 et ici, C4. Alors, l'idée, c'est que C1, c'est 3 cycles. C1, C2 et C4 commutent. Pourquoi ils commutent? Parce qu'ils sont à support disjoint.
Donc les éléments qui sont échangés qui sont modifiés par l'un ne le sont pas par l'autre. Alors, sigma exposant 12, c'est C1 rond C2 rond C4, le tout exposant 12, et c'est là qu'on utilise le fait qu'il commute. Cette commutativité assure que... Attention, la commutation, pardon, j'ai dit commutativité. C'est pas une loi, hein, le fait que ces trois-là commutent entre eux. Quand on fait C1 rond C2 rond C4 rond lui-même, vous voyez qu'on peut réunir les C1. Donc ça fait C1 exposant 12, rond C2 exposant 12, rond C4 exposant 12. Oui, mais ça fait alors C1, on va avoir C1, c'est C1 exposant 3, le tout exposant 4, rond C2 exposant 2, le tout exposant 6, rond C4, alors C4 est un combien cycle? 1, 2, 3, 4, C4 exposant 4, le tout exposant 3. Et bon, vous voyez que j'ai décomposé, 12 c'est 3 fois 4, c'est 2 fois 6, c'est 4 fois 3. Mais ça fait identité exposant 4, rond identité exposant 6, rond identité exposant 3. Et ça fait bien identité sigma exposant 12 égale identité, ce qui clôt cette première question. Donc vous voyez que l'idée ici, c'était d'utiliser le fait que toute permutation de 1n se décompose en cycle à support disjoint et d'utiliser ce que l'année prochaine nous appellerait l'ordre d'un cycle, c'est-à-dire le plus petit entier k tel que c exposant k égale identité. On poursuit. Alors répondons maintenant à la question 2 de l'exercice 1. On nous demande de calculer sigma exposant 1000. Alors une petite division euclidienne donne 1000 égale 12 fois 83 plus 4. Donc sigma exposant 1000, c'est sigma exposant 12, lui-même exposant 84. Rond, attention, la loi de composition interne, c'est bien rond. Sigma 4. Mais sigma exposant 12, c'est l'identité. Donc sigma exposant 12, exposant 83 aussi. Et ça fait sigma exposant 4. Je vous rappelle qu'on avait décomposé sigma en trois cycles, pardon, C1, C2, C4, C1, C2, C4, donc à support disjoint, C1 exposant 4, rond C2 exposant 4, rond C4 exposant 4. C1 était le 3 cycle 1, 3, 8, donc C1 exposant 3, c'est l'identité. C2, c'était la transposition 2, 7 de mémoire, donc en tout cas C2 exposant 2, c'est l'identité, mais du coup C2 exposant 4 aussi. C4 était un 4 cycle, donc C4 exposant 4, c'est l'identité. Donc ça, c'est l'identité. Identité, ça fait C1 exposant 4. Mais avec C1 exposant 3 égale identité, ça fait C1. Et donc finalement, sigma exposant 1000, c'est C1. Et C1, c'est le cycle 1, 3, 8. Voilà pour... cette question, je vais vérifier quand même que c'était bien 1, 3, 8. 1 est envoyé sur 3, qui est envoyé sur 8, qui est envoyé sur 1. C'est bien ça. Alors, passons à l'exercice 2 maintenant. En sigma 12, on considère la permutation de 1, 12 suivante, celle qui a 1 associe 7, à 2 associe 1, etc. La première question, c'est de décomposer sigma en produit de transposition. Je vous rappelle que quand on dit produit, en fait, on dit composé de transposition. Alors, la première idée, c'est de passer par les cycles. J'ai fait comme on a fait précédemment dans sigma 9, c'est-à-dire décomposer cette transposition en cycle à support disjoint. Vous voyez, 1 est envoyé sur 7, qui est envoyé sur 9, qui est envoyé sur 2, qui lui-même revient sur 1. 3 est envoyé sur 5, qui est envoyé sur 6, qui lui-même revient sur 3. 4 est envoyé sur 12, qui est envoyé sur 10, qui est envoyé sur 11, qui est envoyé sur 8, qui lui-même est envoyé sur 4. Une remarque, ici, tous les entiers entre 1 et 12 sont cités parce que sigma n'a pas d'invariant. Aucun entier n'est invariant par sigma. Alors ensuite, on a vu dans le cours que ce cycle-là, c'est la transposition 1, 7, rond 7, 9,
rond 9, 2. On obtient donc en décomposant à nouveau celle-ci. Alors la position des cycles n'a pas d'importance, par contre la position des transpositions pour décomposer les cycles, oui. Ici on a 3, 5, rond 5, 6, rond 4, 12, rond 12, 10, rond 10, 11, rond enfin 11, 8. Alors, voilà une décomposition de sigma en produit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 transpositions. Alors, une idée 2, qui est celle de remise à leur place des éléments. On l'avait utilisé en cours en remettant à leur place les éléments à partir du dernier. Ici, j'ai préféré le faire à partir du premier, comme ça vous aurez vu les deux méthodes. L'idée, la voilà. Ici, on va remettre peu à peu les éléments pour aller de 1, 2, 3, 4, 5 vers l'identité. Hein. Donc 1 sera envoyé sur 1, 2 sur 2, puis 1 et 2 et 3 sur 1, 2, 3, etc. Comment faire à partir de sigma en composant à gauche par des transpositions? Regardez. 1, 7 rond sigma. Par cette permutation, 1 est envoyé sur 7 qui est envoyé sur 1. Donc 1 est envoyé sur 1. 2 est envoyé sur 1 qui est envoyé sur 7. Donc 2 est envoyé sur 7. D'accord? Vous voyez ici, il était là le 7. Bon, et puis les autres ne sont pas touchés par un 7, donc ils ont la même image que par sigma. Maintenant, je vais composer à gauche cette double permutation, oui c'est ça, par 2 7. Alors, bon là j'ai déjà l'image par 1 7 rond sigma, maintenant par 2 7 rond sigma, 2 7 est envoyé sur 2 et 2 est envoyé sur 7. Le 7 se retrouve ici. Bon, et vous faites ça jusqu'à ce que tous les éléments soient en place. Vous voyez que la suite c'est 3, 5, puisqu'on veut qu'à la place de 5 il y ait 3, et sous 5 ici, il va sous 3 ici, il va se retrouver le 5. Alors, je vous laisse voir que les transpositions à utiliser sont successivement 1, 7, 2, 7, 3, 5, 4, 12, 5, 6, 9, 7, 9, 8, 12, 10, 11 et 11, 12. Attention, tout ça composé à gauche par sigma fait l'identité. Donc si on veut revenir à l'identité, il faut à nouveau composer à gauche ici, alors par d'abord 11, 12, puis 10, 11, ce qui fait que sigma c'est 1, 7, rond 2, 7, rond 3, 5, rond 4, 12, hop, 4, 12, rond 5, 6, rond 7, 9, rond 8, 12, 12, 10, j'en étais où là? 10, 11, et enfin 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là aussi. Alors, il n'est pas évident qu'on en trouve toujours 9, hein, mais par contre on en trouvera toujours un nombre impair. En effet, et ça c'est une des façons de répondre à la question suivante, la signature de sigma ne dépend évidemment pas de la façon dont on la décompose en transposition. Et cette signature, visiblement, c'est -1 exposant 9, puisque vous savez que chaque transposition a -1 pour signature, et que la transposition d'une composée, c'est le produit des signatures. J'ai dit quoi? La signature d'une composée, c'est le produit des signatures. Donc vous voyez qu'avec l'idée 1 ou l'idée 2, on a déjà une première façon de calculer la signature de sigma, c'est -1 exposant 9, à savoir -1 sigma est une permutation impair. Alors, on va essayer de trouver d'autres façons de calculer ça. Je vous rappelle que dans ce cas-là, il faut revenir au nombre d'inversions. C'est ce que l'on va faire dans le tableau suivant. Alors, pour répondre à la dernière question de l'exercice 2, j'ai, d'une part, recopié la description de notre permutation sigma, et d'autre part, rappelé que sigma est la composée de 9 transpositions. Je viens de vous dire que la signature d'une composée, c'est le produit des signatures, et chaque transposition a -1 pour signature. Donc la signature de sigma, c'est -1 exposant 9, c'est -1. Une autre façon, c'est de calculer le nombre d'inversions de sigma. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une inversion. C'est une paire d'entiers, IJ, où I est plus petit que J, mais sigma de I est strictement plus grand que sigma de J. C'est-à-dire un couple ou une paire IJ,
tel que sigma inverse l'ordre entre i et j et sigma de i, sigma de j. Alors, on va les compter. On va les compter, ces inversions. Alors, commençons par compter les paires qui commencent par 1. Bon, c'est des paires, donc on peut les mettre dans l'ordre 1 à l'intérieur de chaque ensemble que l'on veut, mais je préfère en général commencer par le plus petit. Regardez, l'image de 1, c'est 7. Donc, il s'agit de repérer tous les nombres plus grands que 1 qui ont une image plus petite que 7, strictement. Eh bien, il y a 2, dont l'image est 1, il y a 3, dont l'image est 5, il y a 5, dont l'image est 6, il y a 6, dont l'image est 3, il y a 8, dont l'image est 4, et il y a 9. Alors, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 inversions que je vais mettre ici. Alors, y a-t-il des inversions avec des paires commençant par 2? Je dis non, parce que l'image de 2 c'est 1, donc il n'y a aucun nombre plus grand que 2 dont l'image est strictement plus petite que 1. On peut commencer par celles qui sont en 3 quelque chose. Alors l'image de 3, c'est 5. Vous voyez qu'on va avoir une inversion en 3, 6, en 3, 8 et en 3, 9. Alors, ça en fait déjà 1, 2, 3 de plus. Alors, on va pas tout faire comme ça. On va simplement compter combien il y a d'inversions, commençant par, en des paires, dont le plus petit entier est. Alors, l'image de 4, c'est 12. Alors là, ça fait déjà, c'est facile, c'est tous les nombres plus grands que 4 auront une image plus petite que 12. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'image de 5, c'est 6. Donc il y aura combien d'inversions? Autant que de nombres strictement plus petits que 6. Qui sont à droite ici, 1, 2 et 3. Des inversions commençant par, enfin en 6 quelque chose, il n'y en a qu'une, c'est 6, 9. Commençant par 7, il y en a 3, c'est 7, 8, 7, 9 et 7, 11, donc celle-ci ça fait plus 3. Des inversions commençant par 8, il n'y en a qu'une. C'est 7, 9. Les inversions commençant par 9, il n'y en a pas. Des inversions commençant par 10, il y en a 2. Et des inversions commençant par 11, il n'y en a pas. Alors, 6 et 3 qui font 9 et 8, 17, 20, 21, 27 finalement, 27 inversions. Alors, finalement, ici, I de sigma, avec les notations du cours, je vous rappelle que I de sigma désignait le nombre d'inversions, et le nombre d'inversions, c'est 27. Donc, la signature de sigma, c'est moins 1 exposant son nombre d'inversions, c'est-à-dire 27, et on retrouve moins 1. Voilà deux façons de déterminer la signature de notre permutation. En l'occurrence, ici, notre permutation était impaire. On dit que c'est une permutation impaire. Voilà, passons à l'exercice 3 pour travailler sur la notion de trilinéarité dans un espace vectoriel de dimension 3. Dans l'exercice 3, donc, on considère E un K-espace vectoriel. E signifie espace vectoriel de dimension 3. On prend une base bêta, composée évidemment de 3 vecteurs, nommés E1, E2, E3, et on considère un endomorphisme de E, une application linéaire de E dans lui-même. Alors, on considère une application grand phi qui va de E3, c'est-à-dire E croix E croix E. Elle s'applique à des familles de 3 vecteurs, cette application grand phi, et elle leur associe un scalaire. C'est ce qu'on appelle une forme, alors pas du tout linéaire, on va voir qu'elle sera trilinéaire. Quelle est l'image d'une famille x, y, z? Alors, c'est la somme de 3 déterminants dans la base bêta. Chaque déterminant étant un scalaire, la somme des 3 est bien un scalaire. Mais regardez, ce n'est pas le déterminant de x, y, z, c'est le déterminant de l'image de x avec y et z, puis x avec l'image de y et de z, avec l'image de y, puis z tout seul, et enfin le déterminant de x, y avec
l'image de Z. Alors, il s'agit de montrer qu'elle est trilinéaire d'une part et alternée d'autre part. On va commencer par l'aspect trilinéaire. Alors, pour la rédaction soit plus claire, j'ai coupé ça en trois. J'appelle phi1 l'application qui va de E3 dans le cas et qui, à la famille X, Y, Z, associe ça, déterminant dans la base bêta de f de x avec y et de z. De même, on peut écrire phi2 qui a x, y, z associe det dans la base bêta de x f de y avec z et phi3 qui a la famille x, y, z associe le déterminant dans la base bêta de x avec y et avec f de z. Alors, montrons que chacune de ces applications est trilinéaire. Il en sera de même pour leur somme. Alors, on sait que déterminant dans la base bêta est trilinéaire. Donc, regardez phi1. Si je bloque, entre guillemets, le vecteur x, f de x est bloqué. Et donc, l'application qui, ici, a y associe déterminant dans la base bêta de f de x, y et z, avec, je répète, x et z fixés, sera linéaire, puisque le déterminant dans la base bêta est linéaire par rapport à sa deuxième variable. De même, si vous fixez x et y, les vecteurs f de x et y seront fixés. Et l'application qui a x, y fixé associée à z, cette quantité, sera linéaire. Pourquoi? Parce que le déterminant, cette fois, est linéaire par rapport à sa troisième variable. Conclusion, phi1 est linéaire par rapport à sa deuxième et à sa troisième variable, ou deuxième et troisième variable. Alors, reste le problème de la première. Prenons x, x', y et z dans E exposant 4, lambda et mu dans k carré, et calculons phi1 de lambda x plus mu x', y et z. Ça, c'est le déterminant dans la base bêta de f de, ouvrez la parenthèse, lambda x plus mu facteur de x' avec y, et avec z, oui, mais f est linéaire. Autrement dit, ça, c'est le déterminant dans la base bêta de lambda f de x plus mu fois f de x prime avec y et avec z. Mais, cette fois, la linéarité par rapport à la première place donne déterminant du déterminant, j'entends, hein. Là, j'ai utilisé la vraie linéarité de f, et maintenant la linéarité par rapport à la première place du déterminant. Donc, il vient déterminant, on va même mettre le lambda devant ici, égale lambda fois déterminant dans la base bêta de f de x avec y et z, plus mu fois le déterminant dans la base bêta de f de x' avec y et z. X' avec y et z. Vous voyez que c'est tout simplement lambda fois phi1 de x, y, z plus mu fois phi2 de x' avec y et z. Phi1, pardon, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que phi1 est également linéaire par rapport à sa première variable. Autrement dit, phi1 est trilinéaire. Alors, j'écrirai ensuite, de même, phi2 et phi3 sont trilinéaires. On en déduit que phi est trilinéaire. Restera l'aspect alterné. On fait ça derrière. Alors, j'ai écrit les confusions que je viens d'énoncer. Phi1 est également linéaire par rapport à la première variable. Et finalement, phi1 est trilinéaire. De même, phi2 et phi3 sont trilinéaires. On en déduit que phi est trilinéaire. Et vous pouvez vérifier que toute combinaison linéaire de forme trilinéaire sur E est aussi une forme
trilinéaire sur E, en particulier la somme de 3 d'entre elles. Alors, il reste à montrer qu'elle est alternée. Il faut le dire. C'est-à-dire que si 2 des 3 vecteurs auxquels elle s'applique, j'entends par la phi, sont égaux, alors l'image de la famille est nulle. Allez, supposons que x égale y. Dans ces cas-là, phi de x, y, z, c'est phi de x, x, z. Alors, j'ai réécrit ce que ça valait. Ça vaut déterminant dans la base bêta de f de x avec x et z, plus le déterminant dans la base bêta de x avec f de x et z, et enfin le déterminant dans la base bêta de x avec f de z. Alors, il faut montrer que la somme de ces 3 objets est nulle. En fait, le dernier l'est tout de suite. Déterminant dans la base bêta de x, ça c'est 0 car le déterminant dans la base bêta est alterné. Autrement dit, s'il s'applique à une famille où 2 des vecteurs sont égaux, ça fait 0. Et enfin, le déterminant, alors celui-là, dans la base bêta de x, f de x, z, c'est l'opposé du déterminant dans la base bêta de f de x, x et z, car d'être dans la base bêta, puisque on a vu que comme elle est trilinéaire et alternée, elle est aussi antisymétrique. Antisymétrique. Alors, f phi de x, y, z égale 0. Qu'est-ce qu'on a? On a x égale y implique phi de x, y, z égale 0. Alors de même, vous voyez que c'est très symétrique, de même x égale z va impliquer phi de x, y, z égale 0. Et y égale z. Je vous laisse regarder, mais il n'y a pas de difficulté. À chaque fois, dans les déterminants, il y en a un des 3 qui est nul et 2 qui sont opposés. Va appliquer phi de x, y, z égale 0. Alors, les 3 ensemble assurent que phi est alterné. Alors, je vais le mettre en bleu. Ici, les trois ensemble. Ici, phi est alterné. Autrement dit, trilinéaire et alterné. Voilà ce que l'on nous demandait. Alors, dans la suite, il s'agit de montrer que cette application est proportionnelle au déterminant dans la base bêta et que le coefficient de proportionnalité, c'est la trace de f. Alors, proportionnel par rapport à la base bêta, ça c'est presque du cours. La valeur du coefficient de proportionnalité, c'est moins évident. On voit ça tout de suite. Alors, je vous ai dit que la réponse à la première partie, en tout cas de la dernière question, était presque du cours. On sait en effet que toutes les formes trilinéaires alternées sur E sont proportionnelles. En l'occurrence, celle-ci est proportionnelle, la nôtre, phi est proportionnelle à un déterminant dans la base bêta. Il existe donc lambda appartenant à K, tel que, lambda c'est un scalaire, tel que phi égale lambda déterminant de B, c'est-à-dire tel que, parce que cette égalité que là j'ai soulignée en vert, c'est une égalité entre applications. Phi égale lambda fois B, phi et déterminant dans la base B sont des applications. Pour dire qu'elles sont égales, il faut dire que leurs images sont égales pour tout élément de leur ensemble de départ, à savoir toute famille x, y, z. On obtient phi de x, y, z égale lambda fois déterminant dans la base bêta de x, y, z, et cela pour toute famille x, y, z. De plus, on a vu que pour calculer lambda, il s'agissait, une bonne méthode était d'appliquer ça à des vecteurs x, y, z particuliers, en l'occurrence E1, E2, E3, où E1, E2, E3 forment la base. En effet, si bêta égale E1, E2, E3, déterminant dans la base bêta de E1, E2, E3, c'est déterminant dans la base bêta de bêta. Si on réfléchit en termes de coordonnées, c'est le déterminant 3, 3 dans la diagonale est rempli fait des 1 et les 0 sont partout ailleurs. Et le seul terme non nul, c'est 1. Donc, lambda, si vous appliquez ici avec E1, E2, E3, vous voyez que ça fait 1. Et lambda, c'est phi de E1, E2
E3, c'est en abrégé, si on veut, phi de bêta. Alors, grâce à ça, il s'agit de montrer que lambda, c'est la trace de petit f. Alors, qui dit trace, dit matrice. Matrice de petit f sur une base. En l'occurrence, on va prendre bêta. Et il va falloir donc déterminer que lambda, c'est la somme des coefficients diagonaux d'une des matrices de petit f. Vous savez que quelle que soit la base sur laquelle on exprime matriciellement phi, la trace est la même. On va prendre bien sûr bêta. On pose donc mat dans la base bêta de petit f égale, je l'appelle m, et je lui donne comme coefficient A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je vous le rappelle, c'est que f de E1, c'est A1, E1 plus A2, E2 plus A3, E3, f de E2, c'est B1, pardon, hop, il faut dire ça en colonne, B1, E1 plus B2, E2 plus B3, E3, enfin f de E3 égale C1, E1 plus C2, E2 plus C3, E3. Alors, il s'agit de calculer phi de E1, E2, E3. Alors, je vais ressortir pour l'occasion mon phi 1 de E1, E2, E3. Je vous rappellerai ce que c'est que phi 1, hein. C'est l'application qui a x, y, z associe f de x, le déterminant dans la base bêta de f de x, virgule y, virgule z. Je rappellerai ça dans le tableau suivant. Phi 2 de E1, E2, 3. Et enfin, phi 3, on avait découpé phi en 3 applications trilinéaires. Les voilà. Alors, il s'agit de montrer que ça, c'est A1 plus B2 plus C3. Et on aura terminé, puisque A1 plus B2 plus C3, c'est la trace de M, et donc la trace de petit f. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Alors, j'ai repris les notations de la fin du dernier tableau. Je vous rappelle que phi 1, c'est l'application qui a x, y, z, associe le déterminant dans la base bêta de f de x, y et z. Alors, j'ai appliqué ça à E1, E2, E3, c'est le déterminant dans la base bêta de f de E1, E2 et E3, mais avec nos notations, f de E1, c'est AE1 plus A2, E2 plus A3, E3. Donc, j'ai remplacé f de E1 par son vecteur égal, hein, par le vecteur auquel il est égal. Oui, mais le déterminant dans la base bêta est trilinéaire, donc en particulier linéaire par rapport à la première variable. Ce déterminant se décompose en A1, déterminant dans la base bêta de E1, celui-là avec E2 et E3, plus A2, déterminant dans la base bêta de E2 avec E2 et E3, plus A3 fois le déterminant dans la base bêta de E3 avec E2 et E3. Oui, mais celui-là, ce déterminant, il est nul, parce que le déterminant dans la base bêta étant alterné et E2 présent deux fois, l'image de la famille est nulle. De même, celui-là aussi, il fait 0, parce que E3 est présent deux fois. Et enfin, celui-là, là, ça vaut 1. Autrement dit, ça fait A1, phi 1, 2, je vais le réécrire, donc phi 1, 2, donc phi 1 de E1, E2, E3, c'est A1. Alors, de même, je vous laisse regarder, hein, mais c'est la même chose. Phi 2 de E1, E2, E3. Alors, phi 2, qu'est-ce que c'est? C'est l'application qui a un triplet de vecteurs x, y, z associe déterminant dans la base bêta de x, f de y et z. Alors, vous allez remplacer f de y par sa valeur, en l'occurrence f de E2, puisqu'on va l'appliquer à E1, E2, E3, et f de E2, c'est B1, E1 plus B2, E2 plus B3,
E3, on va trouver donc B1 fois un déterminant nul, plus B2 fois 1, plus B3 fois un déterminant nul. Ça fait B2. Et phi3 de E1, E2, E3. Alors, phi3, c'est l'application qui a x, y, z associe le déterminant dans la base bêta de x, y et f de z. Là, vous allez remplacer f de E3 par sa valeur, en l'occurrence C1, E1 plus C2, E2 plus C3, E3. Vous allez avoir deux déterminants nuls plus C3 fois un déterminant qui vaut 1, et ça va faire C3. Alors, eh bien, lambda, je vous rappelle que c'est la somme de ces trois-là. C'est phi de E1, E2, E3 égale A1 plus B2 plus C3, c'est-à-dire que lambda égale trace de ce que j'ai appelé la matrice M, c'est-à-dire trace de petit f. Et on a bien notre application phi qui est trace de petit f. Alors j'écris comme ça sous forme fonctionnelle, trace de petit f multiplié par déterminant dans la base bêta. Ceci suffit à donner la formule finale. Voilà, le coefficient de proportionnalité entre phi et déterminant dans la base bêta, qui sont deux formes trilinéaires alternées sur E, était en fait la trace de petit f. Voilà qui close cette vidéo de correction. Je reviendrai pour faire des exercices sur le déterminant une fois qu'on aura avancé le cours. À bientôt.